Salam Khawti, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, on a vu à quel point le tétanos est grave voire mortel. D'où l'intérêt de savoir quelle est la conduite à tenir devant un malade déclaré tétanos en tant que médecin et quels sont les moyens de prévention contre cette maladie infectieuse. On va voir les réponses à ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui, donc restez branchés avec moi. ونبدأ على بركة الله. Comment prendre en charge un patient déclaré tétanos? Tout d'abord, il faut savoir que le but de traitement est de neutraliser la toxine encore circulante et non pas la toxine liée aux terminaisons nerveuses. Ce qui veut dire qu'on ne peut rien faire contre la toxine une fois liée au système nerveux. Donc elle va disparaître spontanément avec le temps. La toxine liée aux terminaisons nerveuses sera spontanément résolutive. Maintenant, en tant que médecin, quelle sera la conduite à tenir devant un patient déclaré tétanos? Imaginez que vous êtes au pavillon des urgences et vous recevez un malade qui présente les symptômes de tétanos. Comment vous allez le prendre en charge? Tout d'abord, devant n'importe quel cas d'urgence, on va faire les mesures d'urgence. Les mesures d'urgence consistent à faire l'oxygénothérapie, à scoper le malade et prendre les signes vitaux, la tension artérielle, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène et la température, et faire le dextro, et faire une voie d'abord qui va nous permettre de perfuser le sérum physiologique et les antibiotiques par la suite. Deuxièmement, on doit mettre le patient dans une unité de soins intensifs. Il faut savoir que tout patient atteint de tétanos doit être hospitalisé en unité de soins intensifs, dans une chambre individuelle, calme, peu éclairée. Car, comme vous savez, la lumière et le bruit peuvent être des stimulus qui déclenchent les renforcements paroxystiques de la contracture musculaire généralisée et aggravent l'état du patient. On doit mettre le patient dans une chambre calme pour éviter ces éventuelles stimulations. Point numéro 3. Vu que ce patient est exposé aux complications respiratoires liées à un blocage des muscles respiratoires, isolé ou associé à des spasmes glottiques, on doit l'intuber afin d'éviter le risque d'apnée ou d'asphyxie. Et si le patient reste plus de 10 jours dans l'unité de soins intensifs, on doit lui faire une trachéotomie. On va remplacer l'intubation par une trachéotomie. Point numéro 4. Afin de détruire les bacilles tétaniques persistants au niveau de la porte d'entrée et qui produisent la toxine, on va utiliser l'antibiothérapie. On donne comme antibiotique la pénicilline G ou le métronidazole. De toute façon, à nos jours, le métronidazole est le plus utilisé. Pour le métronidazole, on va donner métronidazole comprimé 500 mg, une quantité suffisante pour 7 à 10 jours, un comprimé toutes les 6 heures. Si on donne la pénicilline G, on va donner 4 à 8 MU par 24 heures par voie intramusculaire. Point numéro 5. On va neutraliser la toxine encore circulante par les immunoglobulines spécifiques. On a deux types d'immunoglobulines, celle d'origine humaine et celle d'origine équine. Je vais vous faire une petite comparaison entre les deux types d'immunoglobulines spécifiques. Pour l'immunoglobuline d'origine humaine, elles sont utilisées exclusivement dans les pays industrialisés. Par contre, le sérum antitétanique d'origine équine, hétérologue, elle est utilisée en Algérie et dans les pays en voie de développement. Pour le sérum d'origine humaine, on a deux dosages.
celle de 250 unités internationales et celle de 500. Et une seule dose de 500 unités internationales sera efficace par voie intramusculaire. Pour le sérum d'origine équine, on a un dosage de 10 000 à 20 000 unités. Il sera administré en sous-cutané selon la méthode de Besletka. Vous savez que le sérum antitétanique issu d'un animal non humain peut déclencher une hypersensibilité liée à la sérothérapie. C'est ce qu'on appelle la maladie sérique. Donc le sérum d'origine animale peut déclencher une maladie sérique. D'où l'intérêt d'associer le sérum antitétanique à un antihistaminique pendant 15 jours. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour la conduite à tenir? On a fait les mesures d'urgence, mettre le patient dans une unité de soins intensifs, tuber le malade et faire une trachéotomie par la suite, faire une antibiothérapie, faire une sérothérapie, donner des anti-allergiques si le sérum utilisé est un sérum antitétanique hétérologue d'origine animale. Maintenant, on passe au point numéro 6. Vu que le tétanos n'est pas une maladie immunisante, donc il faut débuter la vaccination par une injection d'anatoxine, et ce, ont un site différent de l'injection d'immunoglobuline. Puis, on va refaire le vaccin après un mois. Donc, on va faire 2 injections à un mois d'intervalle. Point numéro 7. Faire un traitement symptomatique en fonction des symptômes présentés par le patient. Par exemple, afin de décontracter les muscles et diminuer les contractures musculaires et calmer le malade, on va donner des sédatifs et myorelaxants, comme les benzodiazépines qui sont actuellement les meilleurs dérivés disponibles. On a comme benzodiazépine le diazépam ou le Valium. Quelle est la dose de diazépam qu'on va donner? Donc, on donne 3 à 10 mg par kg par jour en EVD. Mais en cas de paroxysme ou exacerbation des contractures musculaires, on va utiliser un bolus de 5 à 10 mg. Donc, on va utiliser un bolus de diazépam si les symptômes sont vraiment aigus et intenses. Vous pouvez utiliser comme alternative de diazépam le Gardinal, qui est un barbiturique. Donc, on donne 10 à 20 mg par kg par jour en intramusculaire. Si le malade présente une tachycardie, on lui donne un bêta-bloquant. S'il présente une hypotension, on va faire un remplissage vasculaire. On lui donne la dopamine. Donc, là, le traitement symptomatique va dépendre vraiment des symptômes. Point numéro 10. Comment alimenter le malade? Il faut savoir que la voie per-os est interdite chez ce malade. Initialement, ces apports sont assurés par une voie veineuse centrale. Une fois la sédation est assurée, on place une sonde nasogastrique afin d'éviter le risque d'inhalation.